BX1 +. Le face-à-face. C'est l'heure de notre débat. On va évidemment débattre de la rentrée scolaire aujourd'hui. Information incontournable. On va s'intéresser aux règles qui sont en vigueur dans les écoles. C'est pas la même chose pour les Bruxellois que pour le reste du pays. On va se poser la question de ce que ça représente comme contrainte pour les enseignants et aussi se poser la question de comment on peut accompagner nos enfants dans ce moment un petit peu particulier. Comment leur expliquer qu'il y a effectivement toujours des règles sanitaires et comment faire en sorte que ça les traumatise le moins possible. On va discuter de tout ça avec Joseph Thonon, qui est le président de la CGSP Enseignement, donc le syndicat socialiste, Romain de Reume, qui est échevin de l'instruction publique à Ixelles, et Jean Van Emmelreyck, qui est psychologue. On les retrouve dans un instant, mais d'abord, on va rappeler ce qu'ont dû sans doute faire un certain nombre d'enseignants ce matin. Quelles sont les règles en vigueur pour cette rentrée dans les écoles, Vanessa Lullier? Oui, on va commencer par une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette rentrée, elle se passe quand même à 100% en présentiel, quel que soit le niveau d'enseignement. Alors à Bruxelles, il faudra par contre garder le masque à l'intérieur pour les membres du personnel, tout niveau confondu, et pour les élèves du secondaire. Alors pour l'enseignement maternel, le port du masque n'est obligatoire qu'entre adultes. Pour les parents qui entrent dans l'école, le masque est aussi obligatoire. Les règles pour la ventilation, elles restent les mêmes, à savoir aérer entre les cours et maintenir les fenêtres entrouvertes pendant la classe. Les cantines peuvent rouvrir, mais les enfants doivent de préférence rester assis par bulle. Les cours de sport, les sorties piscine ou encore les classes vertes, elles peuvent se dérouler normalement. Et puis, petite cerise sur le gâteau, les anniversaires, kermesses et autres peuvent aussi avoir lieu, mais évidemment en respectant les gestes barrières de base. Voilà, en résumé, il y a un certain nombre d'assouplissements par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, mais c'est pas le retour non plus à la normale. Je vais commencer avec vous, Romain de Reume, échevin de l'instruction publique à Ixelles. Donc d'abord pour avoir le point de vue un petit peu d'un pouvoir organisateur. Lorsqu'on a toutes ces règles qui sont imposées pour la rentrée, est-ce que c'est compliqué à implémenter, compliqué à expliquer à l'ensemble des acteurs de la vie scolaire? Bonjour d'abord. Cette année scolaire-ci, c'est assez facile. Parce que c'est le triste constat que finalement on poursuit dans des règles que l'on connaît. Il n'y a pas de règles nouvelles, il y a des assouplissements et surtout on a eu les mesures nous ont été communiquées dès le 17 août. Et le 17 août, c'était 2 semaines avant la rentrée scolaire, on a eu le temps de s'organiser. Moi, je remercie la ministre Caroline Désir d'avoir clarifié la situation pour les écoles autant en amont de la rentrée scolaire, parce que c'est le moment où on s'organise et donc on a pu faire ça dans les meilleures conditions, dans une certaine sérénité. Alors, je ne vous cache pas, et je vais tout de suite dans le sujet, si vous me permettez, mais le masque est une déception pour les enseignants. Ce n'est pas une surprise parce qu'on a vu les taux de vaccination à Bruxelles, mais ça reste difficile, bien sûr. Ça reste difficile aussi pour les élèves du secondaire. Mais le fait de l'avoir su autant en amont nous a permis de nous organiser facilement. Oui. J'imagine que vous avez eu déjà des retours de terrain, que vous êtes peut-être même allé dans des écoles ce matin. Tout s'est bien passé à Ixelles? Ah bien sûr, oui. J'étais évidemment dans les écoles ce matin, dans une école au moins, et je vais poursuivre les prochains jours. Ça s'est très bien passé. On a senti, comme d'habitude, l'impatience chez certains enfants de retrouver des camarades, la crainte chez d'autres qui découvraient le milieu scolaire, les parents qui avaient le cœur déchiré, les autres qui avaient le cœur enjoué. Voilà, on avait toute cette ambiance-là et c'était très chouette de pouvoir vivre ça. Voilà, tout ce qui fait un bon sujet de télévision avec la petite larme à l'œil. Je voudrais avoir l'avis de Joseph Thonon, quand même, sur cette problématique du masque qu'on impose aux enseignants en région bruxelloise, avec le paradoxe qu'un enseignant peut venir de Wallonie qui l'enseigne à Bruxelles, ou qu'un enseignant peut habiter Bruxelles et aller en Wallonie et donc être confronté à des règles différentes. Comment est-ce qu'on réagit du côté syndical? Évidemment, on est un peu déçu par ce port du masque en région bruxelloise. Et comme vous l'avez bien dit, beaucoup d'enseignants à Bruxelles viennent du Brabant wallon, et donc voilà, ils se sentent un peu pénalisés par rapport à ça. La difficulté de donner cours avec un masque, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pendant une journée, lorsqu'on parle sans arrêt. Et aussi, au niveau psychologique, les enfants doivent porter le masque, et donc, en tout cas dans le secondaire, je dis bien dans le secondaire, c'est difficile de voir les expressions, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, la situation sanitaire, on vient de le dire à Bruxelles, elle est compliquée. On va avoir des retours de vacances à Bruxelles qui sont 2 fois supérieurs à ceux de Wallonie, et donc il y a des craintes. Il faudra revoir la situation fin septembre, plutôt pour début octobre. Et là, nous espérons quand même aussi enlever le masque à Bruxelles. En tout cas, c'est un espoir. Ouais. Est-ce que ça grogne parmi vos affiliés? Est-ce que vous avez eu de nombreux retours des enseignants disant « Ben non, nous, on n'a pas envie de le porter, c'est injuste, en plus, on a été vaccinés, etc. »
Écoutez, jusqu'à présent, on n'a pas énormément de retours de ce type-là, parce que je pense que la majorité de nos affiliés font passer la sécurité avant, la sécurité sanitaire. Et bon, travailler dans la sécurité, c'est quand même primordial, hein, même si les conditions de travail sont bien entendu pénibles. Alors, je voudrais avoir maintenant l'avis de Jean Van Emmelreyck, notamment comment on explique ça aux enfants. Donc, Joseph Thonon vient de nous dire, bah oui, donner cours pendant une journée, c'est compliqué pour l'enseignant. C'est aussi un petit peu compliqué pour l'élève qui n'a pas le contact visuel. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut parler de traumatisme ou est-ce que le mot est trop fort? Le mot n'est pas bon. Le mot n'est pas bon. C'est pas un traumatisme. C'est absurde. Ça ne rentre pas dans une ligne de compréhension aisée. Donc ça crée du malentendu, du malaise, de la tension, de l'incompréhension. Et quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, naturellement, on commence à interpréter, à conférer du sens là où éventuellement il y a un autre. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est véritablement expliciter, expliquer, essayer de comprendre et valider les interrogations et les questions que les enfants peuvent avoir. Leur permettre véritablement de faire valoir leur point de vue, de pouvoir en rire, de pouvoir râler, de pouvoir convoquer la colère, la tristesse, la fatigue, l'usure, l'absurdité. Il faut véritablement que cette chose-là qui est... En fait, on est un tout petit peu plus loin qu'avant. Aujourd'hui, on sait un peu mieux comment les choses se passent, on a un petit peu de recul. Donc, on est un peu plus au clair et donc, quelque part, on a un peu plus d'assises et on peut répondre. Mais ce n'est pas un traumatisme, c'est un malaise. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que on parle d'adolescents, alors qu'on parle du secondaire, mais on peut quand même parler un petit peu des primaires, parce que les primaires, ils doivent garder le masque dans les dans les couloirs, dans un certain nombre de déplacements, même s'ils peuvent le retirer en classe. Comment on explique à des enfants de primaire ou à des adolescents du secondaire qu'ils doivent porter le masque, mais finalement qu'eux ne risquent, en termes de santé, pas grand-chose? Est-ce qu'ils peuvent entrer dans ce raisonnement et accepter l'idée qu'ils sont un petit peu pénalisés, mais pour le bien général, si je peux parler comme ça? Ce n'est pas une pénalisation, c'est une pénalisation si c'est un ordre. On est face à une pandémie, c'est-à-dire à un phénomène qui n'est pas hiérarchisé, c'est un phénomène collectif. Tous nous sommes concernés. Donc là, quelque part, ça vient appeler d'autres valeurs. Si on impose la chose comme un ordre supérieur venant des hauteurs, de l'hiérarchie, du sachant, du professeur, du patron, là, quelque part, on va avoir de la révolte. Mais c'est un partenariat. Et un partenariat, ça signifie une collaboration. Donc il faut faire des enfants, quel que soit leur âge, des partenaires de jeu, des partenaires de compréhension, en faire des collaborateurs, leur permettre de réfléchir avec nous sur l'absurdité, sur la difficulté. Et si on arrive à en faire quelque part un partenariat, les enfants comprendront tout à fait les raisons qui sont les nôtres, même si à certains moments, elles peuvent paraître absurdes. Alors, Joseph Thonon, je voudrais aborder un autre point avec vous. C'est l'annonce qu'on allait avoir des crédits d'heures pour faire de la remédiation, pour faire aussi des groupes de parole avec les enfants. Est-ce que c'est important du côté enseignant de se dire on est dans une situation exceptionnelle qu'on vient de rappeler, on doit avoir des moyens d'accompagner cette situation? Est-ce que les moyens vous semblent suffisants? Non. Pour nous, les moyens sont insuffisants. Maintenant, il y a eu un geste, effectivement, des périodes ont été attribuées. Et nous savons, par exemple, que ces aides s'arrêtent au 31 décembre. Et donc, il va falloir trouver, pour les pouvoirs organisateurs, des enseignants qui acceptent de prester ces heures de remédiation entre le 1er septembre et le 31 décembre. Ce ne sera pas simple. Il y a, surtout sur Bruxelles, vous savez qu'il y a des pénuries qui vont sans doute s'accentuer d'ici décembre. Et donc, l'organisation de ces périodes de remédiation, qui sont importantes, vous l'avez dit, je pense que nous, on y accorde beaucoup d'importance. Ce ne sera pas simple pour les pouvoirs organisateurs de l'organiser. Ouais. Romain Dereux, vous allez pouvoir les organiser, ces heures de remédiation ou ces groupes de parole? Il y a des choses qui sont déjà prévues dans les écoles d'Ixelles ou c'est laissé à l'appréciation des directions et on va avancer en marchant? C'est tout à fait prévu dans les écoles d'Ixelles. On était impatients d'avoir ces moyens-là qui ont été débloqués. Il y a une partie des moyens qui en fait ont été mis en place dès le 1er mars de l'an dernier et que la ministre a souhaité poursuivre. Et il y a une partie de moyens qui sont nouveaux. Chaque école a pu, et c'était un point très important sur lequel la ministre a insisté également, c'était la vraie latitude qui était laissée aux pouvoirs organisateurs et aux écoles. Et c'était bien d'avoir mis en place cette latitude, la possibilité d'adapter le dispositif en fonction des moyens à chaque école et à chaque réalité scolaire. Ouais. Est-ce qu'on peut être déjà concret, Romain Dereux? Est-ce qu'on peut dire, pour un élève, ça représente combien d'heures sur un trimestre, par exemple?
Ça, je ne sais pas vous dire le nombre d'heures sur un trimestre parce que ça dépend d'école à école. La situation est un peu plus complexe dans son application, mais très concrètement, on a dans certaines écoles du soutien individuel, on a dans d'autres des dédoublements de classe. On a dans notre école d'enseignement secondaire spécialisé l'appui d'une psychologue qui est venue parler avec les élèves secondaires dans l'enseignement spécialisé. Monsieur Van Emmelreyck a rappelé l'importance de parler de tout ça. Et donc, elle vient vraiment en appui. Et dans chaque école, on a pu adapter le dispositif en fonction de la réalité du public et la réalité de l'école. Alors, on va avancer dans notre débat avec une inquiétude que peuvent avoir un certain nombre de parents, en tout cas, peut-être aussi les élèves et peut-être les enseignants. C'est l'hypothèse qu'on doive refermer des classes si l'épidémie continue de toucher la communauté scolaire. Quelles sont les règles, Vanessa Lullier ? Alors, les règles diffèrent selon les niveaux. Donc, en maternelle, les classes sont fermées durant 7 jours si l'instituteur est testé positif ou que 2 cas confirmés parmi les enfants au sein de la même classe ont été constatés. En primaire, si un enfant est positif, les autres enfants et l'enseignant sont maintenant considérés comme des contacts à faible risque. Donc, ils ne seront pas testés, sauf s'ils ont des symptômes. Par contre, si c'est l'enseignant qui est positif, la classe doit être testée et une classe est fermée dès qu'il y a plus qu'un cas, que ce soit 2 élèves ou un élève et un enseignant. En secondaire, on fait une différence entre le contact à faible et le contact à haut risque. Lorsqu'un cas est confirmé dans une classe, les contacts étroits se font tester, qu'il y ait des symptômes ou non. Si parmi les contacts à haut risque, un autre élève est testé positif, il devient alors, accrochez-vous, cas index et un nouveau processus de suivi de contact est initié. L'ensemble des élèves de la classe ne doit donc pas être placé en quarantaine. Mais si le deuxième cas positif de la classe n'est pas un cas contact à haut risque du premier cas, vous suivez toujours ? Non, j'ai du mal, mais Voilà. J'imagine que les spécialistes suivent. Il faut rechercher une autre source possible de transmission pour les 2 cas positifs en dehors de la classe. Et si on ne trouve pas d'autres sources possibles que la classe, alors l'ensemble des élèves de cette classe sera placé en quarantaine et testé. Donc bref, on souhaite vraiment bonne chance aux directeurs d'école. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué. Joseph Thonon, vous y retrouvez dans toutes ces règles. Et est-ce que les enseignants sont satisfaits de ce protocole ? Évidemment, nous sommes un peu comme vous. Il est extrêmement complexe. Il faudra l'analyser au cas par cas en fonction des cas Covid qui vont arriver dans les écoles. Il faut savoir aussi que pour les enseignants, il semblerait qu'il y ait quand même une différence entre l'enseignant qui est doublement vacciné et l'enseignant qui ne l'est pas. En tout cas, au niveau du temps de quarantaine, bien entendu, il est testé. S'il est testé négatif et qu'il est doublement vacciné, il semblerait qu'il puisse rentrer en classe. S'il ne l'est pas, il doit évidemment suivre sa quarantaine. Donc là, ça fait quand même une différence sur l'absence des enseignants. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes parmi les enseignants quand on parlait de tout ça il y a 6 mois ou 1 an avant la campagne de vaccination, il y avait des enseignants qui faisaient part de leur angoisse ou de leur appréhension. Est-ce que ça a complètement disparu avec la vaccination ? Est-ce que tout le monde retourne à l'école le cœur un peu léger ? En tout cas, je pense qu'effectivement, l'envie de reprendre à 100% en présentiel à tous les niveaux était là. Et que cette envie de reprendre un contact humain avec les élèves est partagée par la grande majorité de nos affiliés. Ça, c'est certain. Oui. Jean Van Emmelreyck, j'imagine que j'ai un enfant dans une classe où il y a 1 cas, et puis 2 cas, et puis finalement on rentre dans la définition très compliquée que nous a expliqué Vanessa Lullier, et on doit fermer de nouveau cette classe. Comment je dois en parler à mon enfant ou à mon ado ? Comme vous le faites là, c'est-à-dire quelque part qu'il n'y a pas de remède miracle, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre ces questions et de voir comment on peut lui répondre et lui permettre de s'apaiser. Parce qu'il ne faut pas oublier que, d'abord, il y a 2 choses. Il y a un problème majeur, c'est est-ce que notre vie se réduit au Covid ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses dans la vie ? Et les adolescents ont pour fonction fondamentale d'être des ventileurs, donc des gens qui amènent d'autres idées à produire de la pensée, à produire de la révolte. Et donc, il faut savoir qu'à côté de cela, les enfants ont une vie et ça va s'inscrire dans leur vie. Donc, il n'y a pas de réponse à votre question. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut véritablement leur permettre à tout moment de pouvoir exprimer ce qu'ils associent par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas leur parler que du Covid, mais de la vie, de ce qu'il y a autour et avec, et pas seulement le Covid. Il ne faut pas faire du Covid le Dieu qui décide du monde. Il faut en faire un partenaire, un processus en partie, mais il y a autre chose. Il y a l'évolution du football belge, il y a la situation économique, il y a l'Afghanistan, il y a je ne sais pas moi, toutes sortes de bêtises qui se passent dans le monde et qui font que le Covid s'inscrit dans un univers beaucoup plus complexe et il faut pouvoir le contextualiser. C'est-à-dire ne pas réduire sa vie
à une sorte de fascination au Covid. Et pour les adolescents, c'est fondamental. Mais quand ces adolescents vont voir que finalement on va leur proposer d'être vaccinés à l'école, est-ce que ça ramène pas quand même un petit peu le Covid au centre du jeu, et y compris au centre de l'aventure scolaire, où là, il n'y a plus tout à fait de distance avec le Covid? Oui, mais ça, c'est une question beaucoup plus vaste que simplement une question adolescentaire. C'est la position de l'État belge par rapport au Covid. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se pose par rapport à la vaccination. La vaccination va poser la question que les adolescents adorent, qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec mon corps. Est-ce que mon corps m'appartient? Est-ce que c'est moi qui le mets en scène? Est-ce que c'est moi qui en décide? Ou est-ce que le corps appartient à la société? C'est les autres qui décident pour moi. Donc si on amène la question du vaccin, il faut être d'accord d'être là pour pouvoir discuter avec eux, argumenter et les écouter. Pas vouloir les convaincre, les écouter, partir de eux, pas de nous. C'est pas parce qu'on sait qu'on est meilleur. Il faut vraiment partir de l'interrogation de l'adolescent et valider ses questions plutôt que de vouloir montrer qu'il a tort de penser ce qu'il pense. Alors, une dernière question, ce sera pour Romain de Rome et pour Joseph Thonon. Êtes-vous favorable ou pas à une forme de vaccination obligatoire pour le personnel au contact des jeunes dans les écoles? Je parle des enseignants, mais je parle du personnel éducatif d'une manière générale. Romain de Rome, pour commencer. Je dirais qu'à ce stade, la question, si j'ai compris les discussions qui se passaient au niveau supérieur, puisque cette question-là dépend des ministres de la Santé, la question n'est pas, en tout cas en ces termes, sur la table. Et elle peut, à un moment donné, être discutée si la situation épidémiologique ne s'améliore pas. Mais à ce stade, elle n'est pas sur la table. Et j'estime qu'il ne nous appartient pas à nous de nous substituer à l'autorité en ces matières. Ouais, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment de répondre, Romain de Rome. Non, parce que moi je suis favorable à ce stade, vu la situation vaccinale à Bruxelles, à participer à toutes les initiatives qui existeraient pour soutenir la vaccination. Et c'est ce que nous allons faire à Ixelles, c'est ce que nous allons faire dans nos écoles. Et j'ai bien dit participer aux initiatives parce que ce n'est pas dans l'état actuel de l'épidémie et des responsabilités à l'école de créer ces initiatives et ce message-là. C'est aux professionnels de la santé et nous répondrons à tout ce qui existe, vraiment. Caroline Désir a présenté une campagne de sensibilisation, d'écoute aussi des adolescents, et avec une mise en place de vaccination, on répondra favorablement à ce type d'initiative, vraiment, parce qu'on est convaincu que le taux de vaccination, lorsqu'il augmentera, eh bien, il permettra sans doute de lever les masques, et ça c'est important pour le confort de tout le monde, on l'a assez dit. Joseph Thonon, est-ce que la CGSP enseignement est ouverte à cette discussion ou c'est no passaran? Pour nous, l'obligation vaccinale est une mauvaise idée. Ça, je suis assez clair sur le sujet. Il faut pousser la vaccination au maximum. Il faut convaincre les jeunes et les enseignants de se faire vacciner. Une obligation vaccinale, pour l'instant, ce serait une erreur. Ça fait 6 mois, pendant 6 mois, on a demandé d'être prioritaire à la vaccination. On ne l'a pas obtenu. Ce serait un peu fort maintenant de venir obliger les enseignants et les enfants à se faire vacciner. Ce serait contre-productif. On aurait des enfants qui n'iraient plus à l'école parce qu'il y a vraiment des parents qui sont obstinés à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut encourager au maximum la vaccination, mais pas d'obligation vaccinale. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.